Mais tout de suite, direction le Japon, à la découverte de la plus grande centrale solaire flottante du monde. Pour répondre à nos besoins en énergie, surtout la nuit, sans construire de nouvelles centrales nucléaires, le solaire s'impose comme la solution idéale. Mais il n'est pas toujours facile de trouver des terrains disponibles où construire d'immenses parcs photovoltaïques. C'est le cas au Japon, où la population 2 fois plus importante que celle de la France vit sur une superficie 2 fois moins grande. Alors comment implanter de nouvelles centrales solaires quand la place fait défaut? Ces entrepreneurs français ont eu une idée innovante qui a tout de suite séduit les Japonais, car elle permet de poser des panneaux solaires sur l'eau. Alexis Gaveau est le cofondateur de la société Ciel et Terre. Avec Eva Poli, la représentante de la société au Japon, ils ont lancé la construction de la première et plus grande centrale solaire flottante au monde. 4500 panneaux solaires posés sur le lac artificiel d'Okegawa, au nord-ouest de Tokyo. Avec une puissance de 1,2 MW, la centrale peut alimenter 400 foyers en électricité. Au départ, on avait créé notre invention en prenant l'image d'une centrale au sol et donc une structure métallique qu'on avait posée sur des flotteurs. Mais on n'arrivait pas à réduire les coûts. Tout simplement, une structure métallique doit être costaud et pour résister aux vagues, il faut encore la renforcer. Et donc on consommait trop de matière, trop de métal. Ils ont donc eu l'idée de construire une structure en plastique plutôt qu'en métal. La centrale d'Okegawa est composée d'une multitude de modules flottants qui lui permettent de rester à la surface tout en suivant les ondulations du plan d'eau. Elle a ainsi déjà résisté à 3 typhons, ces vents violents qui frappent régulièrement l'archipel. Cette construction en module s'adapte aussi aux formes du bassin. Et dessus, on peut installer n'importe quel panneau solaire standard. Enfin, les panneaux photovoltaïques ont un angle de 12 degrés. Donc, ils sont orientés vers le sud, ce qui permet de produire plus d'électricité. On aurait pu utiliser un angle plus élevé et qui est plus adapté à la région. Et à ce moment-là, ça va consommer plus de place, parce qu'il faut garder un espace entre chaque panneau pour éviter l'ombrage du panneau de devant sur le panneau de derrière. Cet angle permet aussi à la pluie de ruisseler sur les panneaux et de les nettoyer pour gagner en rendement. Plus un panneau est propre, plus il est efficace, car il capte mieux les rayons du soleil. Mais comment ça marche? La lumière, composée de particules énergétiques, arrive sur le silicium. Elle excite les électrons de ce matériau qui se mettent à circuler entre le phosphore, c'est-à-dire la borne négative du panneau, et le bore, la borne positive. Ce mouvement d'électrons, c'est le courant électrique généré dans les différentes cellules qui, assemblées, forment le panneau. Une fois posée sur l'eau, la centrale solaire n'entre plus en concurrence avec les terres agricoles ou urbaines. Un peu partout dans le monde, cette innovation pourrait donc se développer sur les lacs d'irrigation, sur des réservoirs d'eau potable ou encore sur des lacs de carrière comme en France. Au Japon, après l'accident de Fukushima, l'ensemble du parc nucléaire a été mis à l'arrêt. Il fallait trouver une autre solution pour assurer l'indépendance énergétique du pays, comme le solaire justement. Le gouvernement a lancé une nouvelle politique énergétique en juillet 2012. Les compagnies sont obligées d'acheter l'électricité à partir d'équipements photovoltaïques de plus de 10 kW. À la suite de cette politique, il y a eu une forte demande, particulièrement pour des centrales de grande taille. Les constructions de parcs photovoltaïques se sont multipliées sur l'archipel et rapidement, les terrains ont commencé à manquer. Les Japonais ont alors eu l'idée de gagner de l'espace sur la mer. À Kagoshima, au sud de l'archipel, la deuxième plus grande centrale solaire du pays a été construite en 2013 sur une île artificielle. 290 000 panneaux solaires sont déployés sur une superficie équivalente à plus de 140 terrains de football. D'une puissance de 70 MW, la centrale alimente l'équivalent de 22 000 foyers. 3 côtés de la centrale donnent sur la mer. Pour que les vagues n'atteignent pas les panneaux lors des typhons, vous voyez, il y a des bordures tout autour d'une 50aine de mètres.
En termes d'espace, cette étendue de béton dépourvue de végétation est une solution idéale. Mais les terrains de ce type, larges, solides et plats, sont rarissimes. Et même si tout semble réuni pour optimiser la production, la centrale n'échappe pas à d'autres contraintes. Tous les jours, nous vérifions si les panneaux ne sont pas fissurés. Et avec un thermographe comme celui-ci, nous mesurons leur température. Maintenant, elle est aux alentours de 40 degrés environ. Sur une méga centrale solaire, la meilleure saison, c'est bien en mars, hein? Oui, en mars. Nous avons un pic de production. Pour qu'une centrale solaire fonctionne bien, il lui faut du soleil, mais aussi de la fraîcheur. Au-delà de 25 degrés Celsius, les composants du panneau photovoltaïque sont moins performants et la production baisse. Le solaire flottant répond à ce problème de température, car l'eau rafraîchit les panneaux. Le gain énergétique est de 2 à 3% de production. L'île artificielle de Kagoshima se trouve également près d'un volcan actif, le Sakurajima. Même si ces éruptions ne sont pas fréquentes, elles perturbent le fonctionnement de la centrale. Nous avons eu le cas l'année dernière. Tout a été recouvert de cendres de couleur grisâtre. C'est tombé pendant la nuit. Et voilà ce que nous avons découvert le lendemain matin. Ce que vous voyez sur le graphique, en bleu, ce sont les prévisions de production en fonction du rayonnement solaire. Par rapport à ça, voici en rose la production que nous avons eue. C'est moitié moins. Mais 3-4 jours après, nous avons eu une pluie très fine qui a tout fait tomber. Et nous avons pu revenir à une production standard. La centrale solaire flottante ne peut rivaliser avec le gigantisme de Kagoshima, mais elle présente bien des avantages. Tout cela grâce à ces flotteurs baptisés Hydrelio. Une cargaison fabriquée en France arrive justement dans le village d'Onoshi, près de Kobe. Ces flotteurs sont en polyéthylène haute densité, en HDPE. C'est un plastique notamment utilisé pour les tuyaux d'eau potable. Ils ne polluent donc pas l'eau des réservoirs agricoles. Et ils sont si légers que les ouvriers les transportent à la main. Eva Poly supervise la construction de sa 3e centrale flottante au Japon. C'est exactement la même matière que des bouteilles de lait. Donc en fait, ce sont des grandes pièces plastiques qui s'assemblent comme un jeu de construction. Et donc il y a différentes pièces. Vous avez des gros flotteurs sur lesquels on vient fixer les panneaux. Et ces flotteurs secondaires qu'on vient tout simplement assembler avec des clés. Ce système très ingénieux est extrêmement simple à mettre en place, aussi facile qu'un jeu de construction. Ça se monte très vite, mais aussi ça se démonte très vite et c'est entièrement recyclable. Le flotteur Hydrelio a beau être d'une grande simplicité, il a fallu 4 années de recherche pour le mettre au point. Des tests ont notamment été menés au Centre français de recherche aérospatiale l'ONERA par des scientifiques très distingués. Nous avions d'abord procédé à un dimensionnement de nos structures par calcul. Nous avions bien évidemment besoin de le vérifier expérimentalement. Et donc les maquettes qui ont été réalisées dans la soufflerie de l'ONERA de Lille nous ont permis de mesurer exactement les forces aérodynamiques auxquelles nos radeaux solaires seraient soumis dans la nature sous l'effet du vent. Cette invention modulaire très simple à installer permet également de construire des centrales à moindre coût. La société qui a choisi de financer le chantier d'Onoshi se montre très satisfaite. Tous les ans, le prix de l'électricité baisse de 10% environ. Nous sommes donc obligés de baisser les coûts des installations et de la location du terrain. C'est comme ça que nous en sommes arrivés à la solution de l'étang. Comme il ne sert à rien d'autre qu'à stocker l'eau, le loyer est peu cher et cela nous permet de faire plus de bénéfices. Le solaire flottant n'a pas été inventé par Ciel et Terre. Quand la société française est arrivée sur l'archipel, elle a d'ailleurs eu la surprise de découvrir que les Japonais avaient déjà installé de petites centrales sur l'eau. C'est le cas ici, sur un autre réservoir de la ville d'Onoshi. La préfecture de Hyogo a commencé un premier test avec cette installation.
À droite, l'inclinaison est de 10 degrés. À gauche, elle est de 20 degrés. Si on compare les deux, on a découvert que l'inclinaison de 20 degrés permet de produire plus d'électricité. Le Japon compte près de 20 000 réservoirs agricoles, autant de surface à exploiter grâce aux centrales flottantes. Dans cette région, il ne pleut pas beaucoup. C'est pour ça que nous stockons l'eau dans des réservoirs. Jusqu'à maintenant, ces réservoirs ne servaient à rien d'autre. Puis, nous avons décidé d'utiliser leur surface pour installer des panneaux solaires afin de produire de l'énergie renouvelable. L'eau de ces réservoirs est utilisée par les agriculteurs de la région pour inonder les rizières ou arroser les champs. Pour eux, l'arrivée des centrales flottantes est une aubaine, comme en témoigne Terugo Aoki, à la tête du collectif des paysans d'Onoshi. Nous avons compris que ça n'allait avoir aucun impact sur nos cultures. En plus, nous recevons chaque mois un revenu fixe pour la location et la maintenance des réservoirs. Nous l'utilisons pour l'entretien des terres agricoles et ça nous aide vraiment beaucoup. Lorsqu'on leur a proposé d'installer la centrale flottante de ciel et terre sur leur réservoir, les agriculteurs d'Onoshi ont tout de suite accepté à l'unanimité. D'un côté, on participe à un projet pour l'énergie renouvelable et de l'autre, on peut espérer en tirer profit. Il y a deux avantages et on est vraiment gagnant des deux côtés. Nous n'avions aucune raison de refuser un tel projet. Sur le chantier d'Onoshi, les modules assemblés en radeau sont mis à l'eau puis fixés à l'autre rive. La pose des panneaux et la connexion au réseau électrique n'interviendront que plus tard. La centrale n'est pas finie, mais déjà, les Japonais sont enthousiastes. C'est très esthétique et super bien fait. On peut l'installer très facilement et ça ne bouge plus. Il y en a certes aussi de conception japonaise, mais en comparaison avec celle-ci, la technique est beaucoup moins poussée. Palme de l'innovation, ces nouvelles centrales solaires flottantes rendent de nombreux espaces disponibles pour produire de l'électricité. L'entreprise est véritablement submergée de commandes. Aujourd'hui, on a fait des centrales pilotes, tests. On espère qu'à la fin de l'année, on pourra démarrer la construction d'un de nos gros projets qui fera plus de 7 MW, donc sur un lac à Saitama. Avec 7 MW, cette nouvelle centrale flottante pourrait produire de l'électricité pour plus de 2500 foyers. Sachant que le pays compte plus de 20 000 réservoirs d'eau, on comprend mieux l'engouement du Japon pour cette innovation. Tous les plans d'eau jusqu'ici inexploités pourraient fournir demain de l'électricité. Alors pourquoi ne pas utiliser un tel système en pleine mer ? Les milieux salins provoquent une corrosion avancée sur les panneaux et aussi tout simplement on a des problématiques de vagues qui sont extrêmement importantes et de tempêtes et aussi tout simplement parce que ça coûte un peu plus cher de transporter l'électricité. D'autres technologies sont à l'étude, mais elles sont encore à l'état de prototype. Les petits flotteurs français ont donc devant eux un avenir rayonnant. Mais il n'y a pas que les panneaux qui peuvent être solaires. On peut mettre du solaire partout, sur les routes, sur les fenêtres, sur les téléphones portables. Un simple spray pourrait même transformer n'importe quelle surface en panneau solaire. Retrouvez les innovations les plus folles sur notre site arte.tv/futurmag.